C'est bon? Ça a commencé? Oui. Ok, on se prépare. Bonjour à tous les étudiants du master de l'école hôtelière de Casablanca. J'espère que vous allez bien ce samedi matin. Donc, nous sommes aujourd'hui ensemble pour présenter le premier cours de votre module D51.2, gestion des marques de luxe. D'accord? Donc, par rapport à ça, ok. Alors, dans un premier temps, ok, un instant, voilà. Donc, on va d'abord expliquer un peu comment vont fonctionner ces cours, puisque c'est le premier cours que vous allez avoir en différé. Alors, donc c'est une question d'interaction. Il va y avoir l'action, il va y avoir la réaction. Donc, il va y avoir une première action qui va être le fait de vous envoyer des documents préparatoires, des documents qui vont vous permettre, que vous allez devoir consulter, lire une semaine avant le cours, de façon à ce que vous soyez au courant du sujet avant que le cours ne se passe. Pourquoi? Parce que le cours est excessivement resserré, puisque c'est un cours qui ne peut pas avoir plus que 40 minutes en différé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer la totalité du cours en 40 minutes. Donc cela veut dire que vous avez un travail, vous, de préparation, de connaissance du cours qui est beaucoup plus important à travers des documents que je vais vous envoyer avant le cours. Maintenant, une fois que le cours se passe, donc vous allez recevoir une vidéo que vous allez suivre avec un PowerPoint, et bien évidemment, après le cours, il va falloir approfondir le cours, nous démontrer que vous avez suivi le cours, que vous avez compris, que vous avez travaillé les documents préparatoires, que vous avez suivi le cours, et nous vous demanderons avant le prochain cours, d'effectuer un travail intermédiaire qui va nous montrer que vous avez assimilé le cours. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une vidéo que l'on suit et qu'on oublie. Il y a un travail préparatoire, le suivi d'une vidéo et ensuite un travail complémentaire. Ok ? Voilà. Donc, ce premier cours est disponible à partir d'aujourd'hui, samedi 24 avril à 15 h. Je suis vraiment désolée, ce cours aurait dû être déposé jeudi, mais nous avons eu un empêchement organisationnel, si bien que nous avons dû le repousser de 2 jours, et je vous ai informé dès hier de ce délai. Okay. Donc cet enregistrement va être déposé sur la plateforme, sur le parcours du cours numéro 1, et vous aurez une semaine entre samedi, aujourd'hui 24 avril 15 h, et samedi 1er mai 24 h jusqu'à minuit pour suivre cette vidéo. À partir du 1er mai 24 h, cette vidéo disparaîtra et donc vous n'aurez plus la possibilité d'y accéder. Donc cela veut dire qu'il faut vous organiser, qu'il faut faire un planning de vos cours, au fur et à mesure que vous les avez, travail préparatoire, récupérer le cours, suivre le cours, travailler pour le cours suivant, etc. Donc il faut vous organiser et planifier votre emploi du temps. D'autant plus que y en a qui sont encore en stage et qui travaillent, et qu'en plus c'est Ramadan. Donc ça veut dire que vous allez avoir un timing relativement serré entre les cours à distance, votre thèse professionnelle, Ramadan, votre stage, etc., etc. Donc soyez bien attentifs, bien organisés, comme vous devez l'être en tant que futur manager. Ensuite, donc pour ce cours D51.2, gestion des marques de luxe, nous allons avoir 4 séquences, 4 cours. Cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3, cours numéro 4, pour l'identification des cours. Ce sont des cours qui sont enregistrés, donc pas plus que 40 minutes, 50 minutes grand maximum, et que à la suite de chaque cours, vous aurez 3 travaux à présenter. À la fin du 4e cours, vous aurez un examen final, un examen de fin de module. Ok, c'est bon,
passer à la suivante. Donc, on a déjà planifié les cours. Hein. Donc, le premier cours, c'est le samedi 24 avril. Le deuxième cours, ce sera dans 2 semaines. Hein, et on récupérera la journée du vendredi au lieu du samedi. Donc, le deuxième cours, ce sera le vendredi 7 mai. Le troisième cours, ce sera le vendredi 21 mai. Et enfin, le dernier cours, quatrième cours, ce sera le vendredi 4 juin. Vous aurez ensuite une semaine de révision pour effectuer votre examen de fin de module D51.2 le vendredi 11 juin. Nous parlerons de la forme de cet examen plus tard, mais il est bien évident que dans la mesure où vous serez normalement encore en stage, cet examen va pouvoir se passer à distance. Qu'il s'agisse d'un rendu, qu'il s'agisse d'un PowerPoint, qu'il s'agisse d'une soutenance orale devant jury, en direct, sous Zoom, avec des questions et des réponses. Voilà, on continue. Alors ce premier cours, bien évidemment, c'est pour remettre les choses en place. Hein, et donc, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Ok, donc je répète tout ce qui est... Attendez, excusez-moi. Voilà. Alors, donc j'ai raté un slide. Donc par rapport à ce cours, donc 4 cours, donc vous aurez cours numéro 1, le thème du cours, ça sera bien évidemment la reprise du concept luxe, hein, que vous avez déjà vu, dont vous avez largement entendu parler pendant vos études, mais nous allons essayer de nous revoir un certain nombre de choses de façon à nous placer par rapport à notre point de vue de gestion des marques de luxe. Gestion des marques de luxe, pour nous qui sommes hôteliers, c'est d'essayer d'analyser la progression, l'évolution des chaînes hôtelières qui veulent se positionner dans le luxe, mais aussi l'arrivée de sociétés de luxe qui vont également investir sous le nom, sous la signature dans l'hôtellerie. Et de voir un peu quelle va être l'évolution de cette hôtellerie de luxe. On verra qu'il y a plusieurs niveaux de luxe dans l'avenir, parce que ça peut être intéressant pour vous, pour votre carrière. Okay, donc, cours numéro 1, ça va être la reprise du concept luxe pour bien refixer les choses. Ensuite, on travaillera au début mai sur les marques du luxe et leur investissement dans l'hôtellerie. On verra qu'il y a non seulement les grands palaces traditionnels qui existent depuis 1 siècle et demi, qui avaient l'habitude de recevoir des rois, des reines à Paris, dans le centre des grandes métropoles du monde, mais qu'il y a maintenant de plus en plus des hôtels, des nouveaux hôtels d'architecture, de décoration qui sont griffés de la marque d'un grand designer, qu'il s'agisse de Armani, d'un grand joaillier, qu'il s'agisse ou d'un grand joaillier, qu'il s'agisse de Pomellato ou d'autres. Hein, d'accord ? Donc on verra quel va être le paysage de l'hôtellerie de luxe après Covid, hein, et de voir un peu si c'est intéressant d'y travailler à l'intérieur. Ensuite, le 3e cours, on travaillera sur les nouvelles tendances de luxe, dans la mesure où nous sommes, j'espère du moins, à la fin de la pandémie de Covid-19, et vous entendez parler tout autour de vous d'un renouvellement sociétal, de nouvelles valeurs sociétales, c'est-à-dire qu'on veut éviter de retomber dans les pièges du tourisme avant 2019, du tourisme de masse, du consumérisme à fond, du fait qu'on va voyager pour rien du tout, de l'empreinte carbone, de l'importance du développement durable, du respect des populations, du respect des cultures, etc. Donc on verra comment est-ce qu'il peut y avoir une autre version du luxe qui n'est pas
la version du luxe traditionnel tel qu'on connaît jusqu'à maintenant dans l'hôtellerie. Et lors du 4e cours, on ira plus loin et on verra si est-ce que le luxe va rester ou bien est-ce que le luxe disparaîtra un jour ou l'autre. Voilà, d'accord. Donc, est-ce que le luxe, dans la mesure où le luxe pour l'instant se démocratise, est-ce que le luxe un jour va disparaître parce que tout le monde aura les attributs du luxe? Ok. Donc au terme de ces 4 cours, on fera donc un examen qui sera une étude de cas online, 5 heures, et probablement une soutenance de votre étude de cas, peut-être pas le même jour, un jour, 2 jours après, de façon à vérifier que vous avez bien assimilé tout ce qui est important à retenir dans le concept, dans ce que c'est que le luxe, le segment luxe dans l'hôtellerie, mais aussi ça peut être intéressant pour votre vie privée. Ok, voilà. Ensuite, on continue. Donc l'organisation des cours, j'en ai déjà un peu parlé. Donc ce premier cours, c'est un cours de mise en route. Donc on ne va pas travailler essentiellement dans le concept luxe parce que vous l'avez déjà vu, parce que je vous ai envoyé déjà, ça fait un mois, un document à lire. Donc je préfère qu'on mette les choses en place, que vous compreniez comment on va fonctionner. Aujourd'hui, on a moins de contenu, mais on a plus de contenant. C'est pas grave, la prochaine fois, on aura beaucoup plus de contenu que de contenant. Donc l'organisation des cours, donc c'est une question de ping-pong. 7 jours avant le cours, je vous envoie des documents. Ou même 15 jours avant le cours. Par exemple, hier, je vous ai envoyé les documents qui vont aller avec le cours numéro 2 du vendredi 7 mai. Ou du vendredi 6 mai, je ne me rappelle plus. Dans le cours numéro 2. Donc, le cours est visible pendant 7 jours. Donc, n'attendez pas le 7e jour. Planifiez bien, mettez un calendrier, mettez un planning, mettez des croix rouges de façon à ne pas être perdu parce que ça ne va pas être le seul cours que vous allez avoir et la seule façon de travailler avec des ping-pong comme ça. Donc planifiez bien, faites bien attention de ne pas rater un cours. Une fois que le cours vous l'avez vu, vous avez 7 jours maximum pour déposer un travail, pour nous montrer que vous avez compris, que vous avez assimilé et qu'on peut passer à la suite du cours. Et donc 7 jours avant, eh bien, vous recevez le document pour le prochain cours, de façon à ce que quand on est en cours, quand moi je suis en cours derrière mon ordinateur, je sais que vous avez compris déjà la plupart des concepts et qu'on peut aller plus approfondi dans les concepts. Ok, donc j'espère que pour toute cette partie organisation, c'est bon. On a passé un peu de temps aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je préfère que ça se passe bien et qu'on soit en phase. Ok, donc on peut commencer le cours. Donc, nous allons parler du luxe. Alors, je vous ai mis 3 photos et du concept luxe. Je vous ai mis 3 photos. Qui peuvent représenter dans notre imaginaire ce que peut être le luxe et notamment le luxe hôtelier. Alors je vous ai mis des photos de l'hôtel Meurice à Paris. Donc vous avez la photo à gauche de la salle à manger et vous remarquez que tout ce qui est le code de décoration, c'est bien évidemment le code d'un palais royal. Vous avez au milieu, vous avez la photo de l'immeuble. Alors vous remarquez que cet immeuble donne sur un jardin. Un jardin en plein centre-ville de Paris, vous pouvez imaginer la valeur de l'emplacement. Et vous remarquez également que l'immeuble est un immeuble haussmannien, c'est-à-dire un immeuble entre 1840 et 1870, donc de la période de l'architecte Haussmann qui a remodelé Paris
Et donc c'est le symbole de la bourgeoisie triomphante et donc ces hôtels et de l'apparition de ces grands hôtels, de ces grands palaces qui avaient été construits pour une clientèle excessivement réduite. Et puis à droite, vous avez la photographie d'une chambre, salon, hein, peut-être une suite de l'hôtel Meurice. Alors vous voyez que les codes de décoration sont bien évidemment les mêmes. Donc c'est extrêmement classique. Hein. On verra que, donc classique, je dirais même royal. Vous voyez qu'il y a une débauche de couleur dorée, hein, couleur or, qui symbolise la richesse, qui symbolise le faste, qui peuvent symboliser ce qu'il y a de plus haut dans la société, c'est-à-dire la royauté, hein, mais aussi qui peut symboliser le fait que je suis riche, je suis or, donc je parais. Donc je me différencie des gens qui ne peuvent pas utiliser de l'or, hein, parce que l'or est très cher. Okay ? Donc simplement, on va essayer d'abord dans un premier temps de revenir sur ce concept. Si on réfléchit par rapport à ça, hein, donc quand on étudie un concept, on revient toujours sur la définition de base. Hein. Qu'est-ce que c'est que le mot luxe? D'où vient le mot luxe? Eh bien, le mot luxe vient du latin et donc de la société romaine, luxus. Et ce qui est très étrange, c'est que pour les Romains, le luxe était synonyme de quelque chose qui n'était pas moral, qui était de la débauche, voire même de la débauche sexuelle. Vous vous rappelez, dans les sociétés romaines, on parle des orgies de nourriture, des orgies, des fêtes, etc. Donc le luxe était lié à cette société qui n'avait plus de morale et qui fonctionnait uniquement sur la valeur plaisir, plaisir personnel et notamment plaisir sexuel. Et quand vous pensez à luxe, vous avez immédiatement en français un autre mot qui est le terme de luxure. Luxure, c'est la même origine. La luxure, c'est la débauche sexuelle. Donc, si vous réfléchissez, quand vous portez un sac Kelly de luxe, eh bien, on est bien loin de l'origine du concept. Ce concept a bien évolué, puisqu'aujourd'hui, c'est tout à fait admis de parler de luxe, voire même, on a tous, ou peut-être pas tous, hein, mais on a tous envie de paraître et de posséder éventuellement un objet de luxe. D'accord ? Alors, vous avez eu un cours l'année dernière avec Monsieur Larif, hein, qui était plus spécifiquement sur qu'est-ce que c'est que l'attitude du luxe dans l'hôtellerie. Donc, quelles sont les valeurs, quelles sont les actions qu'un hôtel doit avoir pour être catégorisé comme hôtel de luxe. Donc c'est essentiellement tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'expérience client. D'accord ? Donc ce que vous avez vu avec Monsieur Larif, ça rentre bien évidemment dans ce que l'on va voir aujourd'hui et pendant ce mois. Mais nous allons beaucoup plus aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire pas au niveau d'un hôtel, mais aller au niveau d'une chaîne d'hôtels, d'une marque d'hôtel, d'un genre d'hôtel qui correspondent à des besoins sociologiques, des besoins sociétaux, des besoins culturaux très spécifiques. Ok ? Donc voilà, reprenez votre cours, hein, si vous l'avez encore, parce que je suis persuadée, M. Larif était quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui avait beaucoup d'expérience. Donc reprenez le cours si vous l'avez, parce que je suis sûre que vous pouvez y apprendre encore plein de choses. Bien, alors je vous ai demandé, alors dans ce slide, vous avez à gauche, vous avez à droite, excusez-moi, vous avez à droite ce qui peut symboliser... c'est un des objets, hein, qui symbolise le luxe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet objet, hein, s'il y en a un certain nombre qui le connaissent. Donc c'est un objet qui est fabriqué par la maison Hermès. Hermès est une maison française. À l'origine, Hermès était
une entreprise qui travaillait pour la très haute bourgeoisie, pour les princes, pour les rois, et qui fabriquait des selles, qui fabriquait des malles de voyage. Donc Hermès était essentiellement aussi tout ce qui était le matériel pour l'équitation. Donc c'est donc travail de cuir. Donc Hermès, bien évidemment, l'équitation, c'est pas les pauvres mécréants, c'est pas les pauvres paysans qui pouvaient faire de l'équitation. Donc Hermès, à l'origine, c'était une société qui travaillait le cuir. Alors bien évidemment, avec au XIXe siècle l'embourgeoisement, le fait que les bourgeois avaient eux aussi envie d'avoir des objets qui étaient le symbole de la réussite, hein, mais qui ne faisaient pas forcément de l'équitation, qui n'avaient pas besoin de bottes, qui n'avaient pas besoin de selle, qui n'avaient pas besoin de cravache, qui n'avaient pas besoin de gants, qui n'avaient pas besoin de gilet, hein, eh bien Hermès s'est mis à faire des malles de transport. Pourquoi? Comme par hasard, au XIXe siècle, c'est le tourisme et les voyages qui se sont développés. Et puis au XXe siècle, eh bien, on est descendu d'une gamme et on est passé sur les sacs à main, qui n'existaient pas au XIXe siècle. Les femmes n'avaient pas de sac. Hein, ce n'est qu'à partir du moment où elles ont eu une visibilité sociale, qu'elles ont eu une carte d'identité, le transport, etc., où elles peuvent vivre par elles-mêmes, qu'elles ont eu un sac. Donc un sac, et donc le sac que vous voyez à droite, c'est le sac fétiche, c'est le sac symbole maintenant de la maison Hermès. C'est ce qu'on appelle, alors il est connu sous le nom de Kelly. Pourquoi Kelly? Parce qu'il a été créé et donné à la princesse Grace Kelly, qui avait épousé le prince de Monaco en 1956, je crois, qui était une actrice hollywoodienne et qui est devenue une princesse. Et donc, dans la mesure où elle était photographiée constamment, où elle était très belle, elle savait très bien tenir son rôle puisqu'ancienne actrice, hein, eh bien, elle voyageait avec un sac Kelly. Hein, et donc, ce sac Kelly, il est toujours présent dans la gamme, hein, de Hermès. Il est toujours aussi important. Et ce que vous voyez ici, c'est un sac qui n'est pas en simple cuir, hein, qui est un sac qui doit être probablement en peau de crocodile ou en peau de reptile, donc encore plus cher dans la gamme des sacs Kelly. Hein, d'accord? Mais toute femme, je pense, hein, que ce s'agisse de Nora, qu'il s'agisse de Leila, toute femme connaît le modèle Kelly de Hermès. On connaît Hermès pour beaucoup d'autres choses, hein. On connaît Hermès aussi pour les carrés de soie. On connaît Hermès maintenant pour les vêtements, on connaît Hermès pour les bijoux, on connaît Hermès pour les parfums, donc pour tous les produits qui sont siglés luxe et qui font partie du domaine du luxe. Alors pour ça, l'année dernière, M. Larif a été très sympa. Il a été chercher un mémoire qu'il a acheté d'ailleurs carrément, le document, et qui est un mémoire qui est vraiment excessivement intéressant. Hein. Donc je vous ai déposé ce mémoire. Alors ce mémoire, donc il parle des stratégies des marques de luxe. Donc ça nous concerne, d'accord? Et en plus, il est axé sur l'étude de la stratégie justement de ce sac Kelly. Hein. Donc si vous voulez vraiment approfondir, être vraiment au top de ce qui pourrait être important pour votre carrière future, je vous demande, comme je vous l'ai demandé il y a un mois, hein, de lire attentivement au moins la première section de ce mémoire. La première section de ce mémoire, c'est justement tout ce qui est définition de luxe, tout ce qui est, pas le luxe, mais éventuellement les luxes, tout ce qui va être les différents produits, les différents sous-marques du luxe, les différentes marques de luxe aussi que tout le monde connaît, de Paris jusqu'à New York, jusqu'à Vancouver, de Moscou, Saint-Pétersbourg jusqu'à Christchurch en Nouvelle-Zélande, hein, d'accord? Donc de voir, et je vous demande vraiment, c'est très très important,
de lire ce mémoire. Je vous l'ai mis également sous parcours, vous l'avez sous document, hein, de lire de la page 7 à la page 48. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez lire également la deuxième section, qui est l'étude de l'analyse stratégique d'un produit phare, d'un produit fétiche, hein, d'accord, d'une marque phare du luxe qui s'appelle Hermès, avec un produit qui s'appelle le sac Kelly. Hein. Donc, les données de cette quarantaine de pages, hein, qui sont très agréables à lire, très intéressantes à lire. Donc, faites un effort, vous travaillez avec un papier, un crayon, vous relevez les idées. Je peux vous assurer que c'est extrêmement utile et intéressant. Et bien évidemment, il se peut que dans l'étude de cas que vous aurez comme examen final, eh bien, il y ait des définitions, des concepts, des idées qui sortent de cette quarantaine de pages. D'accord? Donc, je compte sur vous pour travailler. Bien, donc on a vu que, je vous ai expliqué au début l'origine du mot luxe, hein, qui est lié à la société romaine, la société qui est une société extrêmement riche, qui est puissante, avec des gens qui sont au-dessus de toute loi et qui est liée à une certaine envie de plaisir. Hein. Donc de plaisir, plaisir de la chair, plaisir de la chair, le fait de manger, plaisir de la chair sexuelle également, donc tout ce qui va être orgie également, donc le fait de trop manger, de avoir trop de plaisir sexuel. Donc le luxe est lié à l'origine à cette société qui est un contre-modèle par rapport à ce que l'on pourrait imaginer d'une société liée à la morale, au fait, à la frugalité, au fait de respecter un certain nombre de valeurs. Donc on va voir un peu ensemble quelles sont, par rapport à luxe, les idées, les valeurs, les représentations qui sont toujours aussi importantes et toujours synonymes de luxe. Alors, je vous ai sorti 5 définitions du dictionnaire Larousse. Ça sort également du mémoire, hein. Il est très bien fait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je préfère qu'on explique ce mémoire parce qu'il est vraiment intéressant. Alors, luxe, c'est tout ce qui est caractère de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux. Et donc, vous verrez que dans toutes les définitions du luxe, au moins dans ce type de luxe, parce qu'on verra qu'il y aura peut-être un autre luxe plus tard, hein, il y a toujours la notion de prix. Donc, le luxe est d'abord une différenciation sociale par rapport au fait que je peux payer quelque chose qui est cher. Donc, je montre que je gagne de l'argent et que j'ai de l'argent. Donc, si vous revenez à la société du 21e siècle, où la réussite maintenant est surtout une réussite sociale, une réussite par rapport au nombre de millions de dollars que je peux avoir en banque et qu'il faut absolument que je montre sur moi. Et ce n'est pas du tout lié au concept du luxe du 19e siècle, des rois et des reines ou d'un certain... bon, les rois et les reines, bien évidemment, ont des diadèmes, ont des couronnes, ont des bijoux, ont des armes en or, etc., tout ce que vous voulez. Mais aussi dans une certaine classe, le luxe, c'est aussi de ne pas montrer. J'en reviens à l'attitude que pouvait avoir la société anglaise, hein, est une société qui a toujours été un modèle par rapport au luxe. La royauté anglaise est toujours un modèle, hein. Il suffit de voir la semaine dernière l'impact qu'a eu sur le monde entier le décès du prince Philippe, et de voir un peu comme quoi tout le monde est intéressé pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, etc. Donc la royauté anglaise est quand même extrêmement représentative de la société et de l'évolution de la société depuis un certain nombre de siècles. Et vous voyez que les lords anglais, par exemple, ne portaient jamais un habit neuf.
Les lords anglais faisaient faire des habits sur mesure, hein, c'est pas de la confection, hein, c'est pas du prêt-à-porter, hein, ce sont des vêtements qui sont faits à leur mesure, donc uniques pour eux, donc qui est unique et cher, mais même ça, c'était honteux de porter quelque chose de neuf. Donc il fallait que le vêtement soit unique, mais qu'il soit confortable. Et pour ça, la tradition dit que, par exemple, quand un lord achetait un nouveau complet ou un nouveau veston à Londres, eh bien, il le faisait porter pendant un certain nombre de semaines par son majordome, de façon à ce qu'au bout d'un certain nombre de semaines, eh bien, il soit cassé et qu'il soit confortable à porter. Ok ? Autre chose. Donc, ce qui est coûteux, le prix, c'est la première chose importante. Tout ce qui est luxe est cher. Raffiné. Raffiné, c'est donc avoir un sens esthétique, un sens du bon goût, et qui se rapporte bien évidemment à un code culturel bien spécifique. Somptueux. Somptueux, c'est lié à tout ce qui va être visible, qui montre le faste, qui montre le pouvoir. Et ce qui montre qui doit utiliser ce qui montre le faste, ce qui va, wow, on n'en peut plus, c'est trop beau, etc. Qui peut avoir du trop beau, qui doit montrer son pouvoir à travers sa richesse, à travers une débauche de produits qui vont être excessivement chers, bien évidemment, c'est les rois. Donc, somptueux égale roi. Donc, deuxième définition, coûteux, c'est la même chose, et c'est une manière de vivre coûteuse et raffinée. Plaisir, troisième définition, relativement coûteux, que l'on offre, cette fois-ci, sans vraie nécessité. Ça, c'est une autre idée. C'est-à-dire que le luxe n'est pas nécessaire. Et donc, celui qui peut s'offrir du luxe, c'est celui qui peut s'offrir déjà tout ce qui est nécessaire. Et donc, vous revenez à la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, et vous voyez que le luxe, c'est coûteux, le luxe, c'est raffiné, le luxe, ça doit se montrer, c'est somptueux, ça doit déjà montrer que c'est cher, montrer que c'est raffiné, montrer que ça coûte très cher, mais qu'en plus, à la limite, on n'en a pas besoin. C'est un plus, mais un plus nécessaire à montrer. Et bien évidemment, comme vous montrez que vous êtes supérieur aux autres, eh bien, on se fait plaisir. On se fait plaisir, pourquoi? Parce que ça nous permet de nous placer au-dessus des autres. D'accord? Donc ça, ce sont des idées, des représentations, des idées mentales qui se forgent par rapport au terme de luxe. Coûteux, raffiné, somptueux, pas nécessaire, qui nous permettent de nous différencier des autres. Mais comme tout concept, comme tout mot, eh ben, un mot peut avoir son sens contraire. Un luxe, ça peut, on le voit, parce qu'il est bien évident que tout ce qui est coûteux, raffiné, somptueux, sans véritable nécessité et permettre de se faire plaisir, c'est peut-être quelque chose qui est relativement rare. Justement parce que tout le monde ne peut pas se le payer. Ok? Donc, luxe égale quelque part rareté. Or, si vous prenez une expression en français, on peut dire que quelqu'un, il a déployé un luxe d'amabilité. Et dans ce concept, dans ce contexte, un luxe d'amabilité, ça veut dire qu'il a déployé beaucoup d'amabilité. Et donc, ça peut être considéré comme le contraire de la signification originale du concept. Ok? Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le luxe est toujours lié à prix. Et il a toujours été entendu que le luxe, ça se paye.
Ok? On continue? Bien. Alors, dans le bouquin, vous avez une pyramide, hein, ce qu'on appelle une hiérarchie des objets de luxe. Et vous voyez qu'on va s'occuper de ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Hein. Vous avez, si vous voulez, dans cette hiérarchie des objets de luxe, 3 niveaux. C'est-à-dire, à gauche, quels sont les segments de clientèle qui peuvent être intéressés par des objets de luxe. Alors, vous avez en haut de la pyramide, là où il y aura le moins, bien évidemment, la classe nantie et distinctive. C'est quoi une classe? Qu'est-ce que ça veut dire nantie? Ça veut dire qu'il y a tout. Hein. Donc la nantie, c'est la classe la classe des rois, des reines, des princes, des princesses, hein, qui ont la plupart du temps hérité de cette richesse, hérité de ce titre, et qui ont toujours vécu depuis leur naissance dans cette abondance, dans ce luxe. Et je pense que c'est ça. En fait, la classe des nantis va se différencier des autres classes qui ont de l'argent par le fait que la richesse existe depuis plusieurs générations. Et que les objets de luxe de la classe des nantis pourront être des objets de luxe qu'on va pouvoir transmettre à ses descendants. Donc la classe des nantis, c'est vraiment les gens qui ont été depuis très longtemps très riches, très puissants. Les rois, les reines, les princes, les princesses, les grandes familles d'industriels qui sont là depuis plus d'un siècle. Hein, c'est la classe de ce qu'on appelle les nantis. On descend, il y a une classe intermédiaire, donc ce sont des gens qui sont, à mon avis, très riches. Ils peuvent être excessivement riches, hein, mais ce sont des gens qui sont riches depuis peu de temps, ou ce sont des gens qui se sont faits par eux-mêmes, qui ont créé leur société, ou qui ont accédé au pouvoir il n'y a pas longtemps. Hein, et c'est pas sûr que leur richesse perdure. Il y a de fortes chances pour que ça perdure. Mais il n'y a pas ce concept de tradition, de passation des signes de richesse, des signes de luxe qu'il pourrait y avoir dans la classe des nantis. Il n'y a pas non plus, dans la classe des nantis, il y a aussi un concept d'éducation, de bon goût, de connaissance des codes culturels qu'il n'y a pas forcément dans la classe intermédiaire. La classe intermédiaire, c'est ce qu'on pourrait appeler la classe des snobs. Alors je vous explique, un snob, ça vient du latin, ça veut dire, snob, ça veut dire sine nobilitate. La classe intermédiaire, ce sont la classe des snobs, c'est-à-dire les gens qui veulent paraître, qui veulent montrer qu'ils sont riches, mais qui n'ont pas les codes culturels, qui n'ont pas le patrimoine ancien, qui n'ont pas les codes culturels adaptés à leur richesse. Sine nobilitate, ça veut dire sans noblesse. Donc la classe des nantis, ce sont les nobles, ce sont ceux qui possèdent non seulement l'argent, mais la culture qui va avec l'argent, alors que la classe intermédiaire, ils possèdent l'argent, mais ils n'ont pas la culture qui va avec l'argent. Et vous avez en dessous la classe moyenne. Ben, la classe moyenne, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Hein. Ce sont des gens qui ont la possibilité, à certains moments de leur vie, d'acquérir des objets de luxe, peut-être pour la beauté de l'objet, mais surtout pour le fait de montrer que j'ai la possibilité, moi aussi, d'être au-dessus, d'avoir la possibilité de remplir mes besoins primaires, mes besoins secondaires, mais de pouvoir m'acheter quelque chose qui n'est pas nécessaire. Hein. Alors, donc ça, c'est aussi, au XXIe siècle, hein, et on verra que autant, si vous voulez, à l'origine, les sociétés de luxe travaillaient pour la classe des nantis, hein, au XXe siècle, au XXIe siècle, ça ne suffit plus. Alors après, leur clientèle, ça a été la classe intermédiaire, c'est-à-dire les bourgeois. Et puis maintenant, depuis une trentaine d'années, on va voir pourquoi, le luxe intéresse non seulement les riches, les très riches, les toujours riches,
et les nouveaux riches, mais aussi les gens qui ne sont pas forcément riches, mais qui peuvent, pour certains produits, eh bien, montrer qu'ils ont les moyens de dépenser un peu. D'accord? Donc à cette classe des nantis, à la classe des gens qui ont toujours été très riches, qui ont toujours été très cultivés, qui ont toujours eu bon goût, eh bien c'est ce qu'on appelle le luxe inaccessible. Donc le fait de travailler sur l'unique, le modèle unique. À la classe intermédiaire, on va avoir un luxe intermédiaire. Ça veut dire que le bourgeois va vouloir faire comme le toujours riche. Et donc, il va demander à ce qu'il y ait une copie des modèles. Ensuite, à la classe moyenne, c'est-à-dire le reste, eh bien, il va falloir que, pour que cette classe moyenne qui ne peut pas acheter un objet de luxe au prix de la classe nantie, qui ne peut pas se permettre de se faire un tailleur à Savile Row à Londres, il est bien évident qu'il faudra qu'ils aient un objet, peut-être de Savile Row, un costume de Savile Row, mais qui aura été fait en série et qui coûtera beaucoup moins cher, mais qui aura bien évidemment la signature. C'est-à-dire la signature, c'est, au début, c'était l'étiquette. L'étiquette, si vous réfléchissez, peut-être que vous êtes trop jeune pour ça, mais il y a encore une vingtaine d'années, 25-30 ans, l'étiquette, elle était à l'intérieur des vêtements. Maintenant, l'étiquette, elle est à l'extérieur. Pratiquement tous les objets de luxe de grande série, eh bien, il faut d'abord montrer l'étiquette avant de montrer le produit lui-même. Et donc, vous verrez que tous les produits de luxe intermédiaires sont tous siglés. C'est-à-dire, à l'extérieur, j'ai un sigle, j'ai un logo qui est parfaitement reconnaissable. Tout le monde connaît le sigle de Chanel, tout le monde connaît le sigle de Hermès, tout le monde connaît le sigle de Ferrari, etc., etc. Donc, si je ne peux pas m'acheter une Ferrari, je vais m'acheter un porte-clés Ferrari avec le cheval dessus. D'accord? Ok? Voilà. Donc, eh bien, on va voir un peu un exemple d'un luxe inaccessible. Un luxe inaccessible, donc c'est toujours le sac Kelly, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une voiture, comme plus tard vous allez voir, une voiture Aston Martin. Ça pourrait être un parfum, pas tout, ça pourrait être une robe de haute couture, ça pourrait être un bijou, une parure de chez Cartier, ça pourrait être un flacon de cognac d'âge inestimable dans un flacon en cristal taillé, etc. Donc il y a des produits de luxe qui sont véritablement inaccessibles. Donc vous avez sous les yeux un sac Hermès. Un sac Hermès, donc c'est le sac Kelly, je pense, c'est Kelly celui-là, qui a été vendu l'équivalent de quoi combien? Plus d'1 million de dirhams, 109 500 $, donc plus d'1 million de dirhams pour un sac. Alors 1 million de dirhams pour un sac, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le payer. Et même lorsque vous voyez des célébrités qui portent des sacs, qui sont photographiées avec des sacs, c'est pas du tout sûr qu'elles l'aient acheté. Il se peut que la société leur ait offert le sac justement parce que l'on sait que Kim Kardashian ou toutes ces grandes personnalités qui font acheter sont vues dans les magazines, sont vues sur les réseaux sociaux, sont repris par les blogs des influenceurs, comme quoi ils possèdent un sac Hermès d'1 million de dirhams. Il est bien évident que les petites jeunes filles qui vont aller au Morocco Mall, elles ne vont pas aller s'acheter un sac Hermès de 1 million de dirhams, mais elles vont peut-être pouvoir s'acheter quelque chose qui va Hermès ou copie Hermès, qui va leur permettre de rêver qu'elles sont des Kim Kardashian, qu'elles sont des Grace Kelly, qu'elles sont des princesses, des gens qui ont réussi dans la vie. Donc ça, c'est le luxe inaccessible. Vous avez, et donc ça veut dire que c'est un sac
qui existe depuis des dizaines d'années, qui se vend toujours autant. Donc il y a aussi la notion de tradition et de fait de passer le sac à sa fille. Donc le fait, c'est toujours bon goût. C'est toujours culturellement bien vu d'avoir un sac Kelly. Maintenant, est toujours le Kelly, pas un autre. Maintenant, vous avez un autre type de luxe qui correspond à une clientèle différente, ce qu'on pourrait appeler les nouveaux riches, ce que j'ai appelé tout à l'heure les snobs. C'est le luxe intermédiaire. C'est les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas forcément la culture. Et donc, vous avez bien évidemment, les entreprises de luxe doivent se diversifier pour se développer. On étudiera un peu la structure de ces grandes sociétés, de ces grands conglomérats de luxe, avec Hermès, avec LVMH notamment, Louis Vuitton, Wait & See, pour voir un peu quelle est la stratégie à l'intérieur de ces sociétés. Alors cette fois-ci, on est dans le luxe intermédiaire et on est dans ce qui est quelque chose qui est très spécifique. Donc vous voyez que c'est un sac. Vous voyez immédiatement que vous avez un sigle avec les deux C inversés et entrelacés. Ça, on sait que c'est le sac de Coco Chanel. C pour Coco, C pour Chanel. Coco Chanel étant une jeune femme qui à l'origine était excessivement pauvre au début du siècle, 1900, et qui a révolutionné la mode féminine, qui s'est battue pour être reconnue comme une des premières femmes qui avait une marque de luxe, qui a fait des vêtements, qui a créé le fameux numéro 5 de Chanel, le parfum numéro 5 de Chanel, qui est connu mondialement, et qui est une entreprise, Chanel est une entreprise qui est extrêmement connue en termes de produits de luxe. Mais comme c'est très connu, eh bien, il faut que ce soit, pour que Chanel vive, c'est pas uniquement la prince ou la princesse qui va faire vivre Chanel, il faut vendre beaucoup de Chanel à des gens qui ont la possibilité d'acheter du Chanel original, bien évidemment. Donc non seulement il y a du sac Chanel, mais au lieu que ce soit un sac qui soit le même depuis 40 ans, on s'adresse à une population, les snobs, les bourgeois, ceux qui ont de l'argent, mais qui veulent montrer toujours plus qu'ils ont toujours plus d'argent. Et donc ils vont consommer quelque chose de nouveau. Donc j'ai une appétence de consommation et de montrer que j'ai non seulement un signe de richesse, parce que je possède un Kelly, mais que je possède non seulement un Kelly, mais probablement pas un Kelly, mais probablement plusieurs sacs Chanel. Alors ils sont très intelligents, dans la mesure où vous avez la haute couture, parce qu'à l'origine Chanel ce sont des vêtements, donc vous avez des collections annuelles, la collection d'hiver et la collection d'été, eh bien ils ont fait des collections aussi pour leurs sacs. Et donc vous avez ce qu'on appelle un sac de la collection été 2021. Et maintenant, si vous êtes au courant, c'est ce qu'on appelle un hit. Ça veut dire que c'est un succès, que c'est le sac que toutes les fashionistas, que toutes les femmes doivent avoir pour montrer qu'elles ont la possibilité de s'acheter quelque chose qui est cher, mais aussi de s'acheter quelque chose qui est à la mode. Et la mode aussi est quelque chose qui va différencier les princes, les princesses des riches. Vous savez que la mode a pour essence de se démoder. Donc la mode, c'est en fait le contraire du bon goût. Le bon goût fait qu'un objet doit rester dans le temps. La mode, c'est le fait de changer très souvent l'objet. Et donc, vous verrez que plus tard dans l'hôtellerie, on a des palaces qui sont restés les mêmes depuis un siècle et demi. Et puis, vous avez des hôtels qui, eux, vont, par exemple, changer la décoration chaque année, en fonction des tendances de l'année, en fonction de la couleur de l'année, en fonction du designer de l'année. D'accord ? Donc, c'est une autre attitude. La mode, le fait qu'il faut être à la mode de l'année
de la saison et qu'il faut posséder l'objet qui va faire que cette année, cette saison, je vais me différencier des autres. D'accord? Donc ça, c'est le luxe intermédiaire. Le luxe, c'est ce qu'on appelle des snobs, des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas ce qu'on appelle les codes culturels qui vont normalement avec l'argent. Et puis, vous avez le troisième niveau. D'accord? C'est un site chinois, d'accord, puisque vous savez que tout ce qui est réplique en général vient de Chine, parce que là-bas c'est pas cher à produire. Et ben vous avez le sac, ça c'est le sac Birkin. Bon, c'est un autre sac de Hermès aussi. Alors Birkin, c'est en référence à Jane Birkin. Alors Jane Birkin, si vous voulez, ça a été, c'est donc une actrice et une chanteuse qui est connue pour avoir été l'épouse de Serge Gainsbourg. Elle est anglaise, donc c'est toujours une référence à cette société anglaise qui est la société du bon goût, de la reine d'Angleterre, des lords, des ladies, etc. Mais c'est une actrice des années 70-80. Donc ça a permis, si vous voulez, de rafraîchir l'image de marque de Grace Kelly, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, avec une femme qui est plus à la mode, plus dans les us, les façons de vivre dans les années 80. Alors bien évidemment, Hermès a créé un modèle qui est relativement proche du Kelly, qui est le Birkin. Donc les fashionistas et les gens relativement riches doivent s'acheter un Birkin. Alors ces Birkin-là, ce sac Birkin, il vient de Chine. Alors vous voyez que par rapport au sac qui faisait $1 million, vous avez des sacs qui vont coûter l'équivalent de 300 $, donc à peu près 3000 dirhams. Vous allez me dire, c'est cher. D'accord, c'est cher. Mais c'est un luxe. C'est un luxe, moi, pauvre coordinatrice pédagogique de l'EHC, que je peux peut-être me payer. Donc je vais m'acheter un faux. Je vais m'acheter un faux à 3000 dirhams. Pourquoi? Parce que j'aurai l'impression d'être en fait cette personne qui a de l'argent, qui peut s'acheter quelque chose. Moi, j'ai pas besoin d'un sac Birkin. Mais si je m'achète un sac Birkin, ça montre à tout le monde que j'ai de l'argent et que je peux m'acheter quelque chose qui n'est pas nécessaire et je suis à la mode. Ok? Donc ça, bien évidemment. Alors ça, c'est aussi le problème des marques de luxe et du fait qu'elles ont tellement de succès, ces marques de luxe, que, bien évidemment, tout le monde ne peut pas s'acheter de l'Hermès, tout le monde ne peut pas s'acheter du Chanel, du vrai Chanel. Donc, on va faire beaucoup de faux, beaucoup de répliques. Normalement, tout ça, c'est strictement interdit. Et vous savez que, par exemple, que ce soit Cartier, donc pour les montres Cartier, ils sont connus, parce que souvent les produits de luxe sont produits en Asie. Alors Cartier, relativement fréquemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent des centaines, des milliers de fausses montres Cartier, et puis ils vont chercher un bulldozer, et puis ils écrasent ces milliers de faux, de répliques, et ils diffusent les images. Alors, les grandes marques de luxe luttent contre justement cette fraude, qui au Maroc n'a pas eu un faux Lacoste. Moi, je sais pertinemment que quand vous allez dans certains quartiers comme la Médina, peut-être un peu moins maintenant qu'il y a quelques années, vous pouvez sortir en étant complètement griffé de Lacoste, de Hermès, de Rolex, de Gucci, de tout ce que vous pouvez imaginer, mais tout est faux. Et ce qui est important, je rappelle, c'est qu'il faut avoir l'enseigne de la marque. Il faut que soit la forme de l'objet, soit le logo qui est associé à l'objet fasse immédiatement référence à la société de luxe. D'accord? Donc voilà. Donc ça, normalement, c'est interdit de se balader avec des répliques. D'accord? Vous savez que par exemple, quand les touristes français rentrent du Maroc en France, il y en a qui se font arrêter à la douane
on ouvre les valises et on va vérifier s'ils n'ont pas 10 fausses chemises Lacoste, 10 sacs Louis Vuitton, et ça peut être pris par la douane et ensuite détruit, et vous avez une amende pour avoir acheté du faux. D'accord? Donc ça, on a tous du faux quelque part. Hein, d'accord? On n'a pas forcément tous la possibilité de s'acheter un vrai Birkin. Mais aussi, hein, mais quelque part, est-ce que ces sociétés de luxe, est-ce que le fait que tout le monde ait envie, ça ne leur permet pas de tenir aussi? C'est-à-dire elle est toujours présente sur le marché. Est-ce que le faux ne les aide pas aussi à vivre? Hein, cette appétence pour quelque chose de la marque, de tellement de gens à travers le monde, est-ce que ça ne permet pas à la société, à l'entreprise de luxe de continuer à exister? Hein? Alors bon, Hermès, donc ça sera les faux Hermès. Mais aussi, ce qui est très curieux, et c'est apparu l'année dernière, un peu avant le Covid, Hermès, ils avaient envie de pouvoir offrir à tous les pauvres, hein, à tous ces gens, ces personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ni un Kelly, ni un hit bag Chanel de la saison, ils ont donné la possibilité de posséder un vrai produit Hermès. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui est le moins cher chez Hermès? Ben, c'est un tube de rouge à lèvres. Donc, ils ont sorti avant la Covid, et je pense même c'était au moment de Noël et du Nouvel An, entre 19 et 20, la possibilité à tous ces milliards de personnes, peut-être ces centaines de millions de personnes qui ont les moyens, mais qui n'ont pas les moyens pour dépenser 3 000, 4 000 euros ou bien 1 million de dirhams, de posséder un objet de luxe. D'accord? Alors, ce qu'il y a de moins cher, c'est le rouge à lèvres. Vous allez me dire, un rouge à lèvres à 64 euros, c'est pas donné. D'accord, ok. Mais, entre nous, et vous voyez la publicité, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est mis en avant? Est-ce que c'est le bâton de rouge à lèvres? Ou est-ce que c'est la boîte orange et noire avec le logo de Hermès, avec la calèche de Hermès, puisque Hermès à l'origine fabriquait tout ce qui était les produits pour l'équitation, hein, c'est ça qui est important. Et donc quand je vais acheter un rouge à lèvres de Hermès, je l'achète autant pour posséder cette boîte qu'on dirait aujourd'hui, il y a un terme qui s'appelle iconique. C'est une icône. Tout le monde connaît, tout le monde sait que orange et noir, c'est Hermès. D'accord? Que le petit logo avec la calèche, c'est Hermès. Et donc, le fait de pouvoir s'approprier un petit peu de luxe, eh bien, ça me procure du plaisir. Et vous allez voir que dans ces produits de luxe, souvent, ce qu'on appelle le packaging est plus important que le produit. Ça veut dire que ce qui montre la marque est plus important que le produit lui-même. C'est-à-dire que je dois m'approprier, je dois montrer que j'ai la marque. Donc montrer la marque, ça veut dire griffer. Et réfléchissez à ce que je vous ai dit auparavant. Normalement, le luxe des lentilles, c'est de ne jamais montrer de marque. Est-ce que vous avez vu la reine d'Angleterre avec Chanel, avec des bijoux Chanel? Jamais. D'abord parce que Chanel, c'est pas suffisamment cher pour elle. Mais est-ce que vous avez vu la reine d'Angleterre avec un sac Chanel? Non, vous ne le verrez pas. Elle a des sacs faits sur mesure, rien que pour elle, sans aucune griffe, parce qu'elle est elle-même la griffe au-dessus de tout. Elle est la reine. D'accord? Donc, on a tous la possibilité de s'acheter une petite part de rêve, de penser que pour un certain nombre de minutes, eh bien, je suis moi aussi dans cet univers de gens qui ont de l'argent. J'ai la possibilité, je suis propriétaire, j'ai la possession d'un petit produit de luxe. C'est un petit, mais c'est quand même un produit.
Ok? C'est fini? Pas tout à fait. C'est pas tout à fait fini. J'ai le temps là, c'est pas un problème. Parce que monsieur Rafik, il vient me dire, oh, ça dure longtemps. Ok, j'ai pas terminé. Bien. Alors, donc, la pyramide qu'on a vue avec les 3 classes, on la revoit dans ce tableau. Et que, alors, les 3 classes, vous les avez à gauche, hein, la classe des nantis, donc les toujours riches, qui ont toujours été riches. La classe intermédiaire, c'est ce que j'appelle les nouveaux riches. Et la classe moyenne, c'est ceux qui seront jamais riches, mais qui ont envie de montrer qu'ils ont de temps en temps la possibilité de s'acheter quelque chose qui est coûteux et qui n'est pas nécessaire et qui peut être rare. Okay? On va voir un peu quelles sont leurs motivations. Alors, donc on a dit, donc, à gauche, vous avez la classe sociale et à droite, vous avez les catégories de luxe. Et Hermès, Chanel, Cartier, toutes ces grandes sociétés de luxe, elles vont avoir des produits pour le luxe inaccessible, des produits pour le luxe semi-inaccessible et des produits pour le luxe inaccessible. Hermès, luxe inaccessible, je rappelle, le sac Kelly, luxe accessible, le bâton de rouge à lèvres. Que ce soit le sac Hermès hein, ou le bâton de rouge Hermès, ils viendront toujours dans une boîte en carton orange bordée de marron avec un gros sigle de la calèche Hermès. Ok? C'est bon? Peut-être que là, il y a une distinction. Hein. C'est que vous avez vu que si on revient au bâton de rouge de Hermès, hein, la marque, elle est sur l'emballage. Elle n'est pas du tout sur le produit. Ça veut dire que Hermès est une entreprise de luxe. C'est une entreprise de luxe. D'accord? Revenez au sac Chanel. Qu'est-ce qui est le plus important dans le sac Chanel? C'est quoi? C'est les 2 C entrelacés. C'est pas le même niveau. Le sac Chanel, ça montre que je suis dans le luxe ostentatoire. Je dois montrer que je possède un sac et il est signé. En revanche, ici, hein, Hermès, le luxe, il est discret. Hein, il est non visible. Je le sais que c'est pour moi le luxe. C'est pas forcément pour montrer aux autres. Mais un peu de différence de stratégie dans les sociétés de luxe. Ok, donc on a dit 3 types de luxe qui correspondent à 3 gammes de produits, 3 luxes différents. Hein. Alors maintenant, on va voir un peu les motivations. Bon, la classe des nantis est toujours riche. Hein. Il faut toujours montrer qu'on en a toujours plus. Hein, bien évidemment. Ils n'ont aucun problème de budget, donc ils peuvent toujours acheter tout ce qui peut passer, qui peut les intéresser et qui peut augmenter leur richesse, leur pouvoir et leur puissance parce qu'ils sont toujours à un niveau que les autres ne vont jamais pouvoir, auquel les autres ne vont jamais pouvoir accéder. D'accord? Alors, le fait de toujours montrer, de toujours être dans le faste, et je ne sais pas si vous imaginez ce que peut être la cérémonie du couronnement de la reine d'Angleterre, hein, peut-être que, j'espère que dans longtemps, hein, qu'on aura peut-être la cérémonie du couronnement du prince Charles quand il va devenir roi d'Angleterre, vous allez voir que c'est une débauche de produits de luxe qui sont... C'est une dépense somptuaire, ça veut dire qu'il y a de choses somptueuses, inutiles, mais qui chacune représente le fait de posséder ce qu'il y a de mieux dans le monde. Hein. Donc alors, quand ces personnes achètent le luxe, ils n'achètent que du luxe. Okay. Donc ils sont là pour conserver leurs privilèges, c'est-à-dire toujours montrer que je suis au-dessus des autres. Parce que si je montre à un moment que je suis au même niveau que les autres, peut-être que les autres vont avoir envie de prendre ma place. Donc je dois toujours montrer que je suis au-dessus
des autres, d'accord? Que je suis différent des autres. Hein. Donc ces gens, ils doivent montrer qu'ils doivent toujours conserver leurs privilèges, d'accord? Et que, en plus, distinction des usages et des choix. Ça veut dire que non seulement je dois être loin devant tout le monde, mais en plus j'ai la culture qui me vient par une tradition de siècles, de fait qu'on a toujours été riche, on a toujours été cultivé. Donc j'ai un bon goût, la connaissance des codes culturels qui fait que c'est inné et que je n'ai pas besoin d'avoir un guide pour me dire ce qu'il faut acheter. Je sais par principe ce qui est le mieux disant, culturellement le mieux disant, ce que c'est que le bon goût, le savoir-vivre. Hein, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais acheter? Les objets traditionnels, rares et chers. Le sac Kelly, hein, qui existe depuis 50 ans. Hein, ou bien des objets nouveaux et originaux. Alors ça peut être quoi? Ben, ça peut être de l'art. Et de l'art moderne, justement parce que je dois montrer que je ne suis pas un has-been et que je suis uniquement dans l'histoire. Alors si vous reprenez par exemple l'exemple du prince Philippe qui vient de décéder la semaine dernière, eh bien on a appris que ce monsieur, qui était donc à l'origine un prince grec et un prince danois, qui est devenu un prince anglais parce qu'il a épousé la reine, l'héritière de la couronne anglaise, qui est devenue la reine Élisabeth, eh bien ce prince, non seulement il a vécu dans un luxe impensable, hein, le luxe de la reine de la cour d'Angleterre, mais en plus c'était un fan de peinture aborigène. Alors je vous explique ce que c'est que les peintures aborigènes. Les peintures aborigènes sont les peintures qui sont réalisées par les peuples originels de l'Australie. Donc ce sont des personnes qui ont été dont la culture a été pratiquement détruite et la population a été pratiquement détruite par les Anglais qui ont peuplé l'Australie. Et c'est un peuple qui travaille, qui a des peintures qui sont faites avec des petits points et des matières naturelles, l'ocre, le blanc, etc. Et donc ce prince qui a, dans la tradition, je n'ose pas imaginer quelqu'un qui a une tradition à la fois grecque, danoise et anglaise, tradition de prince et de royauté, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 ans d'histoire familiale, eh bien, en plus, il s'intéressait à un art qui est uniquement apprécié par très peu de gens. Hein. Pourquoi? Parce que les aborigènes sont plus nombreux, parce qu'ils ont été tellement persécutés qu'il n'en reste plus beaucoup, hein, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui est intéressé par l'art des aborigènes d'Australie. Donc il a une collection de 3000 peintures d'aborigènes australiens, ce qui est assez curieux. Okay. Ensuite, on passe à la classe intermédiaire. Donc, une classe qui est nouvellement riche, ou dont la richesse n'existe pas depuis longtemps, hein, ou une classe qui est riche depuis très peu de temps. Parce que c'est aussi un phénomène de société au XXIe siècle. Vous avez des gens qui peuvent devenir milliardaires en l'espace de 20 ans ou 30 ans. Que vous preniez Steve Jobs, que vous preniez Bill Gates, que vous preniez des gens comme Elon Musk. Hein, ce sont des gens qui sont milliardaires en l'espace de 20 ans. Alors que peut-être il y a encore 40, 50 ans, eh bien, on pouvait devenir milliardaire en une génération. Hein, ce sont des gens qui sont riches, mais pas depuis très longtemps. Donc ils n'ont pas ce poids culturel que peuvent avoir ceux qui sont riches depuis très longtemps. Okay. Alors qu'est-ce qui les intéresse, ces gens qui sont riches depuis pas longtemps? Ben, bien évidemment, c'est de ressembler à ceux qui sont riches depuis très très longtemps. Et comment faire en sorte? Eh ben, il faut montrer que moi aussi j'ai de l'argent et que moi aussi je veux faire comme ces gens qui sont riches. Hein. Mais il y aura toujours le problème. Vous pouvez acheter si vous avez l'argent,
Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir la culture, d'avoir les codes culturels qui ont été acquis par des centaines d'années, par au moins un siècle. Quelqu'un qui est un nouveau riche a peut-être l'argent, mais il n'a pas forcément la culture. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai envie? Eh ben, j'étais pauvre, notamment tous ces gens qui n'avaient pas un sou au début, qui sont devenus milliardaires. Eh ben, qu'est-ce que j'ai envie? Ben, j'ai envie de devenir riche et de rester riche. C'est un but, un rêve, un point fixe dans leur esprit. Et donc, il faut qu'ils aient les symboles visibles de leur réussite sociale. Ils sont partis de rien, ils sont arrivés à quelque chose d'extrêmement important. Eh bien, il faut montrer qu'eux aussi, ils sont riches. Donc, ils veulent imiter la classe des riches. Alors, ils ont certains objets traditionnels. Ils auront le sac Chanel, mais eux, le Kelly, c'est pas intéressant. C'est pas hit, c'est pas fashion, c'est pas tendance. Eux, ils vont acheter le sac Chanel de la saison, avec le gros sigle Chanel, si possible, bien visible. Et puis vous avez la classe moyenne. La classe moyenne, c'est très curieux, parce que la classe moyenne, elle n'a pas forcément, elle sait que de toute façon, elle n'a pas d'argent. Ok? Donc, c'est même pas la peine de rentrer en concurrence avec les nouveaux riches, ni avec les princes, ni avec les rois. Donc, la classe moyenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, si elle achète un produit de luxe, c'est pas pour se placer par rapport à la classe intermédiaire, c'est pour se placer par rapport aux personnes qui sont dans sa même classe. C'est pour se différencier des gens qui, dans sa classe moyenne, qui n'ont pas la possibilité, eux, de s'acheter le produit. Il y a des gens de la classe moyenne qui n'ont pas la possibilité de s'acheter le bâton de rouge Hermès à 64 €. Donc moi, si je m'achète, si je n'ai pas les moyens extraordinaires, mais si je peux m'acheter un bâton de rouge Hermès, eh bien, ça veut dire que je peux déjà avoir un objet que plein de gens, que la grande majorité des gens de ma classe ne pourront même pas s'offrir. D'accord? Donc, les riches leur objet, c'est de devenir les riches et anciens riches, de rester toujours hors d'atteinte du reste, donc des produits uniques, uniquement du luxe, des produits uniques, c'est ça qu'on pourrait être l'ultra luxe, d'accord? La classe intermédiaire, c'est de faire en sorte de ressembler à la classe dominante, mais comme j'ai pas la culture, comme j'ai pas la tradition, j'ai la mode, j'ai les tendances, et je m'achète le hit de la saison. Et la classe moyenne, je dois me différencier des pauvres de ma même classe en possédant un objet qui montre que j'ai la possibilité d'avoir une petite partie du rêve et de la vie de ces gens qui ont de l'argent. Ok? Voilà. Alors donc, justement, la différence entre luxe inaccessible et luxe intermédiaire, non seulement le prix, le prix d'un sac de la reine d'Angleterre, c'est même pas le prix d'un Kelly, d'accord? La rareté, les bijoux de la reine d'Angleterre, ça n'a rien à voir avec la chaîne à la mode ou les bijoux à la mode de Dior ou de Chanel, et notamment que ce soit Nora ou Leila, pardon, excusez-moi, c'est bientôt la fête des mères, et si vous consultez, ou les garçons, si vous consultez de temps en temps des journaux féminins, vous allez voir que vous avez constamment des bijoux Dior, Chanel, etc., ou que vous pouvez acheter, qui sont les bijoux de la saison, parce que ça va être bientôt la fête des mères, d'accord? Donc on veut acheter quelque chose de rare, mais quelque chose qui est fait en série, alors que le bijou de la reine d'Angleterre, il est unique. Et la différence, c'est la tradition. Ça veut dire qu'au niveau du luxe inaccessible, eh bien, on est riche de père en fils. Et que le fils sera toujours plus riche que le père, normalement. Ok? Voilà. Donc, l'évolution du luxe au XXIe siècle, c'est que justement, on est passé d'une société où il n'y avait qu'un type de riche.
c'était les rois, les reines, les marquis, les ducs, les nobles. Au XIXe siècle, on est arrivé à une société où il y avait des nouveaux riches, des bourgeois. Au XXe siècle, bien évidemment, cette classe moyenne s'est enrichie. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années? Il y a non seulement des riches en Europe, c'est là où autrefois il y avait les riches, hein, il y avait les cours royales, les grandes cours qui achetaient ces produits. Vous allez me dire, il y avait les princes indiens également qui achetaient du quartier, il y avait le roi d'Égypte qui était un grand consommateur également de quartier, etc. Mais au XXe siècle est apparue une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle, et ça s'est accéléré ces 30 dernières années. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est non seulement un entrepreneur français ou espagnol ou nord-américain ou canadien qui a de l'argent, qui veut montrer qu'il a de l'argent, mais vous avez aussi maintenant toute l'Asie. La richesse s'est développée vers le côté asiatique et le côté du Moyen-Orient. Donc les entreprises de luxe ont dû se tourner vers une autre partie du monde qui a eu de l'argent récemment, que ce soit les Arabes au Moyen-Orient avec la manne du pétrole et le développement de leur société, hein, et la diversification de leurs émirats, mais aussi toute l'Asie avec Singapour, avec Hong Kong, avec la Chine, avec le Japon. Donc une nouvelle clientèle qui a bien évidemment le modèle de référence, le modèle culturel, le modèle du luxe, c'est toujours le modèle européen. C'est toujours quelque part, soit le modèle français lié à Louis XIV, le savoir-vivre, le bon goût à la française, soit le modèle anglais, hein, la reine d'Angleterre et la société anglaise. Hein. Donc il y a toute une évolution du luxe, et ces sociétés qui, peut-être il y a 150 ans, avaient très peu de clients, eh bien, ils se sont devenus de plus en plus des sociétés, des grands conglomérats, des grandes sociétés qui ont augmenté leur portefeuille de produits. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Hermès à l'origine ne faisait que de la sellerie, donc que des produits pour l'équitation. Maintenant, Hermès fait tout. Et que Hermès, maintenant, est devenu une société au sein d'un conglomérat, LVMH, hein, qui est un des conglomérats de luxe les plus puissants, ou pratiquement le plus puissant au monde, hein, et qui vend non seulement du Hermès, mais du Chanel, mais du Gucci, mais du cognac, mais du champagne, mais de la joaillerie, mais des voitures, etc. etc. D'accord ? Donc on étudiera un peu ça. Pourquoi? Parce que bien évidemment aujourd'hui on travaille sur le luxe, les produits de luxe traditionnels, mais on évoluera vers le luxe hôtelier, et vous verrez que c'est la réplique de la même évolution sociétale. Ok? On continue. Alors on a presque fini, hein. Donc je vous montre quelques exemples de ce qu'on appelle l'ultra-luxe. Hein? Quoi, c'est l'heure? 11h17? Bon. Alors vous avez la photo de ce qui pourrait être le summum du bon goût, version anglaise. Vous avez la Aston Martin, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Victor. Aston Martin Victor. Alors si vous êtes quelqu'un de très riche, très ancien riche, vous possédez une Aston Martin. Si vous êtes quelqu'un de très riche et femme de voiture, vous possédez une Ferrari. Et si vous êtes quelqu'un qui voulait montrer que vous êtes très riche, vous possédez une Porsche. Alors la différence, c'est que Aston Martin choisit ses clients, Ferrari produit en petite quantité, mais Porsche produit en énorme quantité. D'accord? Donc le summum de tout, c'est Aston Martin. Hein, c'est les voitures de la royauté anglaise. Alors c'est tellement exceptionnel que la voiture Aston Martin, vous voyez que les clients qui sont choisis par Aston Martin ont demandé à Aston Martin de créer un hélicoptère qui aille avec la voiture. Hein, donc ils ont la voiture et l'hélicoptère, et ils ont demandé à Airbus de créer
de créer un hélicoptère qui soit au niveau, qui permette de montrer à tout le monde sur un parking d'aéroport que je suis différent des autres. D'accord? Alors, bien évidemment, vous avez à droite, vous avez le parfum. Alors, le parfum le plus cher, c'est 1 million de dirhams, 1 million de dollars. Mais 1 million de dollars, c'est comme le bâton de Hermès. Hein. C'est beaucoup plus l'extérieur, le contenant, qui est beaucoup plus cher que le contenu. Alors, notamment sur les parfums, par exemple, il a été prouvé que sur 100% d'un prix de vente, le liquide à l'intérieur ne représentait que 2 à 3% du prix de vente. Et que les 97%, c'était en fait ce qu'on appelle le packaging, la marque. Tout ce qui va être la commercialisation avec des gens qui sont connus, qui vont faire vendre la marque. Alors, à part qui est-ce qu'on fait vendre le parfum? Par des grands acteurs ou des grandes actrices qui sont connues du monde entier. D'accord? Et c'est pas tout le monde qui peut se payer un flacon à 1 million de dollars. Ok? Voilà. Donc, voilà pour ce premier cours. Donc, concernant, donc toujours dans le mémoire que je vous ai envoyé, il y a une partie sur l'hôtellerie que vous allez lire. Hein, donc, il y a un petit paragraphe sur l'hôtellerie que vous allez travailler vous-même. Hein, et on travaillera justement là-dessus sur un document que je vous ai déjà envoyé sur le luxe et l'ultra-luxe hôtellerie. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les différentes catégories de luxe et les stratégies de développement des marques de luxe, on verra ce que ça donne au niveau hôtelier. Est-ce qu'il y a des nouvelles marques de luxe? Est-ce qu'il y a de nouveaux luxes qui correspondent à ces 3 types de luxe différents? Ok? Voilà. Donc le cours numéro 1 est terminé. Vous avez un travail à faire pour le samedi 1er mai. Hein, vous voyez, relire le mémoire cité et faire une recherche sur les grandes marques de luxe traditionnelles avec les sous-marques et les gammes de produits. C'est pas difficile, hein, vous les connaissez tous, vous les avez tous sur Internet. Et vous allez me mettre ça dans un tableau et me montrer parmi ces grandes marques lesquelles ont investi dans l'hôtellerie. D'accord? Ok? Ensuite, je vous ai envoyé hier pour le prochain cours, c'est-à-dire dans 15 jours, vous avez déjà un document préparatoire qui concerne une étude qui a été faite par un cabinet français sur l'évolution du luxe en Europe et notamment en France et ce qu'on appelle l'expérientiel et le fait qu'en France notamment on a mis en place une catégorie de ultra luxe qu'on appelle les palaces, hein, donc qui correspond ici au Maroc à la catégorie luxe. Et on vous explique dans ce document quels sont les signes distinctifs, donc le nombre de critères qui sont nécessaires pour qu'un hôtel accède à la catégorie palace, mais également qu'est-ce que doit proposer à ses clients ces palaces par rapport aux changements sociétaux. D'accord? Bien, donc Monsieur Rafik est pressé, donc je termine ce cours. Hein. De toute façon, j'ai terminé. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Hein. Lisez les documents et puis on se retrouve la semaine prochaine ensemble pour un suivi de votre thèse professionnelle. Donc, n'oubliez pas que nous commençons le soir à partir de 21 h. Bon week-end à tous. Bye bye. C'est bon? Faire moi. Ben, c'est bon.